still cry just a little, but I'll be alright till you're still mine. You're always and you're the reason why I smile. Mariana, est-ce que c'est bon au niveau du son? Do you remember those summer nights? 1, 2 à 2, est-ce qu'on m'entend au niveau du son? Mariana, voilà, c'est parti. Bonsoir à tous, vous êtes dans The Electric Money Show, hyper en retard. Je vous raconterai ça une autre fois quand on sera ensemble pour avoir un café, je vous dirai ce qui s'est passé. Un truc de fou, un truc de dingue, mais c'est pas grave. En voilà un autre truc de dingue, ça c'est aussi un truc de dingue. Tiens, tu veux te rapprocher, regarde. Ça, ici, c'est Genius. Ça, c'est Genius. On va en parler ce soir parce qu'on va parler du Bitcoin ce soir. Donc, on va en parler et en fait, toutes nos analyses... Attends, le cadreur, là. Voilà, le cadreur. Hop, 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 hop. Tiens, prends-nous le truc... Non, le cadreur. Voilà. Non, recule-toi un peu. C'est beaucoup trop près. On est en train de faire... Voilà. Super. Ça, c'est... Recule-toi encore un petit peu, s'il te plaît, Hugo, pour avoir l'ensemble, s'il te plaît, de Genius. Voilà ce qu'ont les traders de salles de marché dans leur salle de marché maintenant. Ça, c'est Genius. Est-ce qu'on peut avoir l'ensemble, s'il te plaît, Hugo, en faisant un petit effort? Ça et ça. Voilà. Regarde un peu ça. Là, tu as Genius et ses propriétaires Genius. Tout ce qui est graphique ici, c'est Genius. On ne voit pas. Il faut que je me baisse. Hop là. On fera les cadrages plus tard. Je voulais juste vous montrer ça. C'est la dernière nouveauté de Genius. Le multi-fenêtrage, le multi-effectivement graphique. On en parle immédiatement. C'est parti pour The Electric Money Show. Bien sûr, je suis heureux, je suis content d'être avec... On va peut-être pouvoir... Ah oui, bah parce que, bah oui, aujourd'hui, c'est ça aussi qui vient de sortir. C'est le nouveau livre, le Money Book, celui de la quasi-certitude qui vient de sortir. Bah oui, là, on est en direct, là, on n'est pas forcément... Il y a un sacré décalage. Là-haut, ils n'ont pas dû faire le nécessaire pour avoir une temporisation plus faible. En tout cas, ça vient de sortir. On en reparlera. Ah, puis ce soir, tiens, pour me faire... Peut-être excusez d'être en retard, je vous en offre un, déjà un premier. On va faire un jeu, un truc rapide entre nous, soit dit, vous savez que j'aime bien vous offrir les livres comme ça. Bah oui, il y en a un paquet, hein, si on peut filmer ici à cet endroit-là. Il y en a effectivement un paquet. Il faut savoir qu'en fait, on va le faire gagner ce soir, ce livre. On va le faire gagner. Vous pouvez le trouver sur geniustradeunionstation.com sans aucun problème. On va le faire gagner, tiens, pour essayer d'investir correctement sur le Bitcoin. Ce qu'on va faire, ça va être un truc très facile. On va se donner rendez-vous dans à peu près, allez, dans 35 minutes. On va se dire exactement dans 35 minutes où se trouve le Bitcoin. À quel prix le BTC USDT se trouvera à exactement 20 heures. Le BTC USDT est à 47 218 au moment où je vous parle, sur ma Genius. Est-ce qu'on peut la voir, la Genius, là? Est-ce qu'on peut voir l'écran, s'il vous plaît, là-haut? Soyez réactifs, s'il vous plaît, là-haut. Soyez réactifs, s'il vous plaît, là-haut. Est-ce qu'on peut voir la Genius, s'il vous plaît, là-haut? Est-ce que c'est bon, là-haut? On la voit. Super, voilà. Ça, c'est Genius full size. Le Bitcoin, je triche pas, est à 47 235 points. Vous me dites, d'après vous, à 20 heures, à combien il se trouve? Maintenant, hein, me le dites pas à 20 heures, ce sera trop tard. Dites-moi à 20 heures, d'après vous, à quel niveau il se trouvera. Et c'est pour vous, celui qui sera le plus approchant, sera effectivement avec le livre. Ça, c'est clair. On y va? C'est parti, on va parler du Bitcoin. Alors, on va pas jouer les experts, ça sert à rien. On va pas jouer les experts, ça sert à rien. Mariana qui a déjà envoyé les statistiques des Genius. Alors Mariana, voilà, elle fait ce qu'elle veut. Elle est en roue libre complètement ce soir. Elle est en freestyle. Mariana, est-ce qu'on peut déjà parler d'autre chose? Ou est-ce qu'on va directement dans les stats? Est-ce qu'on peut voir là ce qu'on voyait tout à l'heure? Voilà. On a un petit peu de décalage, mais c'est pas grave. On va y arriver. Voilà. Super, merci beaucoup. En gros, on va parler Bitcoin. Alors, on va pas se la raconter, on est entre gens sérieux, mais on va pas se la raconter one again a force, ça sert à rien. On va simplement se dire la vérité. Et pour se dire la vérité sur le Bitcoin, sûrement des vérités que vous avez entendues nulle part ailleurs, hein, je vous le dis. Hein, si vous avez des contacts, dites-leur de venir nous rejoindre, je peux vous garantir qu'ils vont pas être déçus. On va vous dire tout sur le Bitcoin. Tout ce qui dérange, tout ce qui plaît pas, tout ce qui effectivement peut-être vous a fait rêver et qui vous déçoit, peut-être tout
ce qui vous aura plu, alors qu'en définitive, il ne fallait pas croire, effectivement, n'importe quoi. Ceux qui nous ont écoutés sur la dernière émission l'ont compris, le savaient, le Bitcoin allait craquer. Et il a craqué, mais il a craqué tellement vite, mais alors tellement... On va vous expliquer absolument pour ça. Notre arbitre, qui est Charlotte, qui est à l'étage inférieur, est en train de noter qui répond et ce qu'il répond, de façon à pouvoir effectivement faire gagner après ce livre. On va simplement parler du Bitcoin très naturellement. Mais avant, bien sûr, on va passer par la case statistique, les statistiques des Genius Station. Parce que vous savez peut-être pas, mais vous allez l'apprendre, Genius Station est en auto-trade depuis lundi sur Binance. L'exchange, effectivement, de crypto-monnaie Binance est maintenant relié à la Genius et fait des étincelles. Tu ne me crois pas? Reste avec moi, tu vas vite comprendre. Je te garantis que quand tu vas voir ce qu'elle fait, tu vas tomber en arrière. Restez bien avec moi. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous voulez tester la Genius Station, vous le pouvez. Vous pouvez même demander un rendez-vous découverte dans la Genius Station. Ça ne coûte rien. Vous faites le 09 80 08 20 11, 09 80 08 20 11, ou alors vous faites directement genius-station.com et sans aucun problème. Voilà. J'ai les yeux qui brillent, dit Charlotte. Bah oui, parce qu'il y a du monde effectivement là-dessus. Alors, on va parler des statistiques. Tiens, on va le faire vite fait, ça va être vu. Cette fois-ci, Mariana, let's go. On envoie les stats. Voilà, ça c'est de la technique, ça. Regarde comment elle va faire. Regarde. 1, 2. Allez, Mariana, les stats. Mariana, les stats. Est-ce qu'on peut avoir les stats? Voilà. Oh là 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 là, la classe. C'est la grande classe. Alors c'est vrai que je suis un peu coupé. Voilà, me voilà mieux au milieu. On a les statistiques des abonnés de la Genius, mais ces statistiques sont même encore plus importantes, vous allez comprendre pourquoi. On va prendre sur la semaine, pour essayer d'être un peu plus équitable, c'est-à-dire les 5 derniers jours glissants. Il y a 96,3% des abonnés qui nous disent qu'ils gagnent. C'est déjà une bonne nouvelle. Tu me diras aussi, la volatilité y est pour beaucoup, ça c'est certain. Il y en a 51% qui disent qu'ils réalisent plus de 30 points par jour. Pour l'explication, tu as 5 balles le point, tu prends 30 points, tu as fait tes 150 balles, tu multiplies par 20, tu as fait 3000 balles. Quand je dis 150 balles, les mecs qui sont dans le chat là et qui doivent chatter, qui sont abonnés de Genius, doivent se foutre de ma gueule. Ils doivent dire, Luc, t'es complètement t'es frappé, toi. Maintenant, on est sans les mains et on fait 250 balles. Bah oui, mais attends, on peut pas tout dire comme ça, non, une fois. Ouais, mais ça, non, ça on le dit pas parce que les gens vont pas nous croire. On les laisse venir, 51,85% donc font plus de 30 points par jour. On a arrêté à 30, hein, parce qu'au-dessus, ça devenait déraisonnable. 11,11% déclarent réaliser plus de 10 points par jour, ce qui est déjà pas mal. 3,7 perdent. Et on sait pourquoi. On sait pourquoi. Ah bah ça va vite, hein. Ah bah pour les débutants, il faut leur tenir la main, et ils ont raison d'être dans la Genius. Donc on leur apprend et on leur montre. 3,7 déclarent réaliser moins de 10 par jour, et enfin 30% déclarent n'avoir rien fait. On continue dans les statistiques, Mariana, s'il te plaît. Les résultats des opérations de la Genius, avec bien sûr le gros morceau de la crypto-monnaie, ça a été énorme, absolument énorme, mais exponentiel. On a sur la semaine 5000 points. Et là où c'est juste extraordinaire, je vous le dis pas tout de suite, mais je vais vous en parler. Parce qu'il y a eu une carotte hier, mais une carotte. Tu vois la carotte avec Bugs Bunny, celle-là, elle est minime, c'est la small size. Il y a eu une méga carotte hier, je vais vous en parler, vous allez comprendre ce qui se passe vis-à-vis de du Bitcoin. La crypto-monnaie qui carbure, les futurs aussi très forts, et d'ailleurs on est une des seules plateformes de trading à fonctionner avec le marché des futurs. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Ils font tous de la crypto, ils font tous du forex, mais ils ne savent pas faire de futur. Nous, on est compatible futur avec gain futur, marché de professionnels bien sûr. Et enfin, on se fait un petit coup de forex aussi de temps en temps. Bah oui, à la fraîche. On aime bien le 6E et le 6B, hein. On aime bien. Je suis avec Léo, tiens, regarde. Tu peux nous mettre peut-être avec Léo. Il est là, Léo, regarde. Est-ce qu'on peut le voir, Léo, tiens? Est-ce qu'on peut le voir en 2-2, Léo, là? Regarde. Mets-nous l'autre caméra. Ah bah c'est un plateau, hein. Bah on rigole pas ici, hein. C'est pas la webcam à mémé, hein. Regarde. Ici, t'as Léo. Salut Léo. Bonsoir. Comment ça va, Léo? En pleine forme évolue. Bon, super. On est nombreux ce soir, hein. On vous réserve plein de surprises. Il y a encore du monde qui arrive. On finit dans le détail des opérations. Il y a 220 opérations gagnantes. Il y en a 113 qui sont véritablement invalidées et 128 qui sont perdantes. Mais comme on crache les ordres, on est tranquille, on se fait pas mal. Tout va bien. Vous avez même accès au Trade Record, tout ça c'est gratuit, vous pouvez jeter un coup d'œil. Ça vous plaît, tant mieux. genius-station.com. Ou alors ça vous plaît pas, et ben, tant pis, et puis c'est pas grave, hein, on fait de l'argent, ça nous suffit, il n'y a pas de souci. En tout cas, ça vous plaira, c'est quasiment sûr.
Avant de commencer sur le Bitcoin et pour recevoir mes invités, je voulais faire un petit clin d'œil. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a une lettre qui sort, qui est gratuite, complètement gratuite. Il y a une lettre en fait qui est gratuite qui sort. C'est un billet en fait pour ceux qui veulent réaliser des grosses opérations. Cette lettre en fait, ce blog en définitive, qui est un blog privé, c'est-à-dire qu'en l'occurrence c'est gratuit, mais ça reste un blog quand même entre gens de bonne séance, car on n'invite pas les crevards à droite à gauche. S'appelle The Billionaire. TheBillionaire.info, on peut peut-être la voir, cette page, Mariana, elle est là, vous pouvez tous y aller, TheBillionaire.info, c'est tout nouveau, et il y a plein d'opportunités là-dedans. Mais alors quand vous fouillez, vous trouvez plein de trucs. Ben voilà, c'est The Billionaire, ils nous aiment bien, on les aime bien, on s'aime bien, et ben on se partage. Voilà, comme ça au moins c'est réglé. On y va? C'est parti, Léo? Let's go. Bon, avant de commencer, on va quand même aller chercher ceux qui vont aussi partager la soirée avec nous. Ils sont au nombre de 2, pour certains vous les connaissez bien. Il y a Stéphane avec nous. Salut Stéphane. Bonsoir Luc. Ah ben ça fait plaisir de t'entendre. Est-ce que Stéphane est bien avec nous? Voilà. Il est où Stéphane? Où est notre... Oui, je suis bien là. Il est où notre gestionnaire de patrimoine? Je suis présent. Le gestionnaire de patrimoine des day traders. Je voudrais l'avoir à l'écran. Est-ce qu'on peut avoir la tête de Stéphane quand même? Est-ce qu'on peut avoir... Oui, c'est normal parce que j'ai mon... Tout a sauté d'un coup au niveau de l'Internet et c'est venu d'un coup. T'as une dizaine de minutes. Je pense que Mariana, elle a dû être coupée. Alors, tu as une dizaine de minutes pour te reloguer. Merci Stéphane d'être avec nous. Ah non, mais c'est fait. Regarde, je suis à l'écran, je suis là. Je suis déjà revenu. C'est marrant, j'ai une petite coupure et je pensais basculer, voilà. Stéphane, je veux le même t-shirt que toi. Je veux le même t-shirt que toi. Il est fabuleux ton t-shirt. Stéphane, ce soir, tu vas nous parler de la crypto. Je te demande pas de commencer maintenant. Juste, tu vas nous parler du Bitcoin. Pour les professionnels, ceux qui font des instruments et des véhicules financiers, les gestionnaires de patrimoine, tu vas leur expliquer comment toi tu vois les choses, quelle est la partie risque qu'ils peuvent mettre de manière légale dans les portefeuilles de ceux qui veulent effectivement investir. On va en parler avec Stéphane, qui est quelqu'un qui effectivement maîtrise le sujet sur le bout des doigts. Merci Stéphane, tu restes avec nous. Adem aussi. Salut Adem. Bonsoir Luc. Bonsoir Adem, comment vas-tu? Ça va très très bien. Alors, et vous, Adem, en fait, c'est un jeune qui rejoint l'équipe de Genius. Il va travailler, lui, sur la partie gestion du risque, ce qu'on appelle en fait du data scientisme, c'est-à-dire qu'il va utiliser la Genius et il va la scorer en permanence pour l'optimiser dans ses résultats. N'est-ce pas, Adem? Exactement. Parfait. C'est ça avec vous. Adem, heureusement que tu es habillé parce qu'il y a un miroir derrière toi. Si tu n'avais pas de pantalon, tu étais cramé. Tu as un miroir derrière toi. Adem, il nous parlera dans cette émission, en tout cas ce soir, de l'aspect institutionnel du Bitcoin. On veut comprendre ce qui se passe, comment ça se passe et surtout pourquoi ça se passe. Ça, c'est clair. On y va, c'est parti. On commence avec toi, Léo. Stéphane, tu es avec nous. Est-ce qu'on peut voir un panel avec tout le monde ou pas là-haut, Mariana? Est-ce qu'on peut avoir tout le monde sur la même image? Mariana qui travaille avec les mains ce soir. Elle veut pas nous répondre. Hop là. Mariana, est-ce qu'on peut voir tout le monde? Elle taquine, hein. Allez, c'est parti. En tout cas, le Bitcoin en vérité. On est parti. D'abord, moi je me suis posé des questions parce que depuis que ce Bitcoin sort, il est clair qu'on se pose énormément de questions sur la réalité de ce truc-là. Mariana, on aimerait avoir une réponse. Est-ce qu'on peut avoir les 4, s'il te plaît, à l'écran? Voilà, elle est en train de faire son truc, on la laisse, elle gère. J'ai voulu savoir exactement, sincèrement, si le Bitcoin était quelque chose d'abord de sérieux. J'ai voulu effectivement comprendre pourquoi tout le monde parlait de ce truc-là. Moi qui ne connaissais pas forcément cette chose-là il y a quelques années, on baigne dedans tous les jours maintenant. Il n'y a pas une journée où, comme vous, on n'entend pas le mot Bitcoin ou des choses comme ça, ou Ethereum, Litecoin, Dogecoin et compagnie. Mais ça prend une proportion telle que je me suis dit, il faut faire une émission. Pourquoi? Elle est tombée à point nommé. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, on avait parlé du plongeon des marchés financiers. Ça a été instantané. Et pour le Bitcoin, ça a surtout été ce week-end. Depuis ce matin, d'ailleurs, on a un Bitcoin qui se casse la figure. Est-ce que c'était prévisible? Est-ce qu'on pouvait imaginer qu'il allait se casser la figure? Est-ce que c'est le moment d'en acheter? Est-ce que c'est le moment d'en vendre? On a
tout le monde pour pouvoir vous répondre. Restez bien avec nous, encore une fois, ça va être une grosse émission. D'abord, je vais m'adresser à Léo, parce que Léo, est-ce qu'on peut garder les 4, s'il te plaît, Mariana, là-haut, qui veut absolument pas nous laisser les 4. Moi, je veux qu'on soit 4. Voilà. Léo, je vais m'adresser d'abord à toi, et je vais, parce que toi, tu es le spécialiste de la crypto-monnaie chez les Genius, donc tu t'occupes énormément, et d'ailleurs, ça nous a permis de réaliser de belles plus-values, parce que tu avais vu la poussée aussi du Bitcoin à un moment, c'était quand même fabuleux. Bitcoin, le Bitcoin, je vais y arriver. Léo, la première question qu'on se pose sur le Bitcoin, c'est quand même de savoir, est-ce que vraiment tout le monde investit sur ce Bitcoin? Est-ce qu'on a l'impression que ça plaît à tout le monde et qu'aujourd'hui, tout le monde se met sur le Bitcoin? Est-ce que c'est une vérité ou est-ce que c'est véritablement une histoire? C'est une histoire. C'est une histoire. Il n'y a pas tout le monde qui investit dans le BTC. Sinon, déjà, de 1, il y aurait bien plus d'entreprises en tant que telles qui s'exposent à ce marché. Et même, il y a même des économistes qui sont contre le Bitcoin. Alors, ça veut dire qu'en fait, ceux qui investissent sur le Bitcoin ne sont pas aussi nombreux qu'on voudrait nous faire croire. Je crois qu'il y a une limitation déjà sur le Bitcoin. Il y a un volume, d'échanges qui fait qu'on ne peut pas être plus qu'un certain autre volume. Vous parlez d'une limitation. Une limitation de quantité. De quantité, absolument. Qui est à 21 millions, régie par le code informatique. On en est où avec cette limite de 21 millions? On est entre 18 et 19 millions, sachant qu'il y a 4 millions de Bitcoin dans la nature, perdus, mot de passe, piratés. Combien dis-tu? On est à entre 18 et 19 millions de supply en circulation. Et il y en a 4 millions environ de paumés dans la Première information très importante. Est-ce qu'on peut avoir, s'il te plaît, Mariana, une fois pour toutes, les 4 écrans? Il y a entre 18 et 19 millions de bitcoins en circulation. Sur ces 19 millions de bitcoins en circulation, il y en a 4 millions, on ne sait pas où ils sont. Dans l'informatique, paumés. Donc en fait, c'est des lignes de code où on ne sait pas où ils sont. C'est ça, c'est la technologie blockchain, c'est du hachage. Donc moi j'ai envie de te dire, on a quoi en proportion sur le Bitcoin? Plus de particuliers? Plus de professionnels? En termes de volume? Quantité de personnes? Quantité de personnes? Particuliers. Plus de retail. Quand on parle maintenant en termes de possession de volume, de propriété de Bitcoin, c'est plus les particuliers qui ont du Bitcoin ou des professionnels? Alors là, telle est la question, parce que il y a une étude qui a été menée. 95% des bitcoins sont détenus par 2% de portefeuille wallet. Incroyable. Écoutez bien, déjà, c'est clair, Léo à l'info, 95% de l'ensemble des bitcoins qui sont sur la place sont détenus par 5% de propriétaires. Vous avez compris que l'équilibre était vraiment précaire. Il est clair que 5% dominent le marché du bitcoin. C'est ça, et ça peut être des particuliers comme vous et moi qui ont acheté à 1 $. Et ça peut être des institutionnels qui posent lourd sur le contrat à terme. Mais Léo, si je comprends bien, quel que soit le prix où je l'ai acheté, en définitive, on sait que plus c'est homogène, plus il y a de répartition de Bitcoin, plus il y a de répartition sur le marché, plus il y aura d'honnêteté dans l'équilibre des échanges. Aujourd'hui, si 5% des propriétaires détiennent 95% des Bitcoins, le jeu est faussé. Ce sont des market makers, et uniquement des market makers. On n'a pas parlé du Dotcom, Luc, là. Alors on y arrive. Stéphane, s'il te plaît. Eh bien, Mariana ne veut pas nous mettre les 4 écrans, il n'y a rien à faire. Est-ce qu'on peut, Mariana, une fois pour toutes, garder les 4 écrans? Stéphane, s'il te plaît. Est-ce que Stéphane est là? Stéphane, tu m'entends? Oui, je suis présent, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Génial. Oui, très très bien. Stéphane, toi qui es dans l'antre de l'antre, c'est-à-dire qui côtoie les professionnels, ceux qui sont, j'allais dire, au centre de tout, qui sont régulés, qui doivent répondre à des normes, qui doivent effectivement injecter de la crypto-monnaie à un moment ou à un autre, parce que j'imagine que leurs clients leur réclament. Est-ce que véritablement ces gens-là sont investis en Bitcoin? Est-ce que d'abord c'est du Bitcoin réel? Alors, nous, en tant que gestionnaire patrimoine, aujourd'hui, on considère que le Bitcoin, c'est un actif risqué parce qu'il n'a pas de sous-jacent. Donc, à aujourd'hui, très clairement, dans les portefeuilles, ça n'est pas du tout un actif qu'on va compter. Donc en fait, parce que trop de risques. Donc en fait, c'est un truc qui vole, qui passe d'un prix à un autre et ainsi de suite. Et en définitive, on ne sait pas le coter, on ne sait pas le scorer. Ce que tu dis est important, ça veut dire aussi qu'on ne peut pas réellement l'anticiper. On ne peut pas prévoir les mouvements du Bitcoin en fait. Non, on ne peut pas prévoir la variation du Bitcoin. Et puis la deuxième chose,
C'est que nous, on a besoin d'actifs où justement on puisse prévoir avec notre client parce qu'on va travailler en fonction de son projet, son profil d'investisseur. Et donc, quand on ne peut pas prévoir et qu'on a un risque de perte en capital, ce qui est le cas du Bitcoin, on va plutôt éviter parce que nos clients veulent de la sécurité. Mais alors attends, Stéphane, si on analyse le Bitcoin en tant que véhicule d'investissement, on est d'accord que le risque est maximum. Dans ce cas-là, tu as 100% de risque de te péter la gueule, en fait, pour les institutionnels. Ah, mais à aujourd'hui, très clairement, le Bitcoin est considéré comme un actif très, très risqué. Oui, tout à fait. Stéphane, on parlera tout à l'heure. On parlera tout à l'heure de l'effet Musk. Et je voudrais que tu me dises tout à l'heure si les professionnels y croyaient à la blague Musk. On va en parler tout à l'heure. Adem, s'il te plaît. Adem, tu es avec nous? Est-ce qu'on peut, Mariana, garder l'écran avec les 4 visages, s'il te plaît, en permanence? Tant que, voilà, on est bien tous les 4. Adem, tu es là? Oui, je suis toujours là, je vous entends, je vous écoute. Adem, quel est le plus gros propriétaire de Bitcoin? Est-ce que tu as cette information? Quel est celui qui détient le plus de Bitcoin? C'est l'info. Ah, normalement, c'est Elon Musk. Si je ne me trompe pas, bien sûr, vous me dites si. Alors Léo pas cette personne-là. Léo a pas l'air d'accord. Léo un peu. Ouais, Léo il est peut-être plus renseigné. C'est pas Musk qui est le plus gros propriétaire, c'est qui Léo? Le plus gros Il y a wallet eu un qui achat. possède le plus de Bitcoin, c'est OKEx, l'exchange OKEx, qui possède le plus de Bitcoin. Retenez que le plus gros propriétaire de Bitcoin, c'est OKEx. Un broker. C'est un exchange, pas un broker. Exchange. On va en parler tout à l'heure. C'est un exchange. Merci Adem. Est-ce que tu as un truc à nous dire, toi, sur ceux qui détiennent du Bitcoin en termes de proportion? Est-ce que l'histoire du Bitcoin limité en nombre, c'est une balade ou est-ce que c'est réel? Non, c'est totalement réel pour moi de limiter le Bitcoin. Pour moi, c'est normal de limiter le Bitcoin, de ne pas produire trop de Bitcoin pour pas perdre de la valeur. Et par rapport à Léo, oui, c'est bien sûr le wallet que tu viens de dire, sauf que ce n'est pas une personne, et une personne toute seule détient pas mal de Bitcoin actuellement. Ah, c'est qui Musk. est Elon Musk. Adem, pour finir avec toi, Adem, est-ce que Musk, il les a vraiment, ces bitcoins? Est-ce qu'il a vraiment acheté 1,5 milliard? Je ne sais pas. Bon, on va en parler tout à l'heure parce qu'on va parler aussi du profit qu'il a dégagé. On en parlera tout à l'heure et on parlera aussi de la réglementation avec Stéphane et vous verrez que c'est quand même, mais alors, une flûte de Pan, mais extraordinaire. Est-ce que c'est une vraie monnaie, Léo, le Bitcoin? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le Bitcoin, c'est quelque chose qui est changeable, convertible, sur lequel on peut acheter son pain, ses roues, sa voiture et ainsi de suite? Alors là, c'est un avis très personnel. Demandez à Lagarde, elle va vous dire le contraire. Pour moi, c'est une monnaie. Pourquoi? C'est aussi un actif. Pour moi, c'est une monnaie qui fonctionne différemment des monnaies traditionnelles. C'est une technologie à part entière. Mais c'est une monnaie. Pourquoi pour moi c'est une monnaie? Parce que moi, j'accepterais qu'on me paye en Bitcoin, y compris mon salaire, sur l'Internet parallèle, la monnaie... On parle de Bitcoin, Léo, hein. Oui. On ne parle pas d'une autre crypto. Oui, c'est vraiment Bitcoin. D'accord. Pour toi, Bitcoin, c'est une vraie monnaie d'échange? Pour moi, c'est une monnaie, mais qui est volatile. Et parce que Attends, mais c'est pas ce que je te demande. Je te demande si c'est une vraie monnaie. Une monnaie est compensable. Une monnaie, c'est quelque chose qui se compense. Est-ce que si demain... tu as vraiment un portefeuille de 100 000 bitcoins, admettons, ou 1 millième de bitcoin, ce que tu veux. Est-ce que tu peux acheter une voiture avec ça? Est-ce que tu peux aller au magasin et dire je veux acheter une voiture avec mes bitcoins? Faut demander à Elon Musk. Bon, chez Musk, en tout cas, il prévoit de le faire. Il prévoit de le faire. Mais il l'a pas fait encore. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Stéphane, juste une chose. Stéphane, quand on décide de faire investir effectivement ses clients dans du Bitcoin, est-ce qu'on leur explique que c'est une monnaie ou est-ce qu'on leur explique que c'est un véhicule d'investissement? Non, le Bitcoin pour moi n'est pas une monnaie, pas du tout, parce que il n'a pas de valeur intrinsèque, il n'a pas de valeur de compensation pour moi. Pour moi, c'est juste un véhicule d'investissement qui est aujourd'hui purement spéculatif. Et encore, qui est voilà. Même pas limité, qui est même pas bordé, qui est même pas encadré. C'est un truc vraiment one again. Adem,
s'il te plaît, Adem. C'est ça. Ce qu'il faut, c'est revenir. Tout simplement, si tu veux, Luc, sur au départ la création du Bitcoin. Le Bitcoin a été créé en 2009 suite à la crise de 2007-2008 parce que l'inventeur du Bitcoin, lui, avait peur de ne pas avoir de moyens d'échange parce qu'il avait peur que les monnaies s'effondrent. Et c'est pour ça que cet homme-là a créé le Bitcoin et qu'à aujourd'hui, c'est donc, je dirais, un élément purement spéculatif et ce n'est pas une monnaie. D'ailleurs, Christine Lagarde, au niveau de la Banque Centrale Européenne, l'a très très bien dit et l'a rappelé dernièrement. Et donc, c'est un véhicule pour nous d'investissement. Stéphane, voilà. Stéphane, le Bitcoin en tant que tel, le nom de son inventeur, tu l'as ou pas? Alors oui, le Bitcoin, il a été inventé il y a ça en 2009 par Nakashi Sakamoto, je crois, de tête. Et quand on regarde aujourd'hui, on ne sait même pas qui c'est parce que l'histoire dit qu'on n'a jamais réussi à prouver l'identité de cette personne. C'est un pseudo. Et donc, c'est un pseudo. Ce mec est un pseudo. C'est un pseudo. C'est un pseudo. Donc ce qui veut dire qu'il a créé un truc qui est un pseudo. Comment toi, tu peux imaginer pouvoir à un moment ou à un autre décider d'acheter quelque chose ou même de vendre en Bitcoin. Ça devient presque de l'histoire fantasmagorique, quoi. C'est vraiment un truc exceptionnel. Le mec, qui est un pseudo, qui n'est pas avec une vraie identité, a créé un truc qui devait servir à la base d'une monnaie de troc quelque part. C'était quelque chose qui devait servir quelque chose qui devait convertir du troc. Et aujourd'hui, on en fait un instrument spéculatif. Stéphane, comment on en est arrivé à coter un truc 45 000 balles, quoi? Comment on en est arrivé à coter 45 000 $, un Bitcoin? Pour la petite histoire, avant que tu nous répondes, il faut quand même que vous vous rendiez compte que moi, qui suis de la génération Foreign Exchange, un peu trésorier, cambiste, quand on changeait de l'euro contre du dollar, Stéphane, et Adem et Léo, on changeait ça à 1, quelque chose. Aujourd'hui, on change à 45 000 $. Comment on peut, à un moment, se dire « je suis dans quelque chose de raisonnable ». C'est complètement déraisonnable, c'est fou. À aujourd'hui, c'est complètement déraisonnable. À aujourd'hui, on est sur un instrument purement spéculatif où je n'ai aucune valeur de compensation en face. Et donc, j'allais dire à aujourd'hui, on est sur quelque chose qui nous dépasse complètement. Donc clairement, je dirais presque ce que tu as dit, Stéphane, je dirais de l'absurdité. Vas-y, c'est de l'absurdité pure. Et je dirais d'un autre côté, c'est devenu, je dirais, entre guillemets ces derniers temps. Et d'ailleurs, Mariana, elle a un graphique que je suis allé chercher. Je lui ai envoyé 2-3 petites photos. Tout simplement de voir que le Bitcoin avait fait une très belle envolée en 2018 et qu'on retrouve une très belle envolée en 2020 et on n'arrive pas du tout à expliquer ces envolées-là et qu'elles sont tout simplement sur des choses purement valeur refuge, je dirais par une inquiétude, et je dirais l'or à l'époque était une valeur refuge, mais l'or, on a une compensation. Donc on peut comprendre le phénomène de valeur refuge. Aujourd'hui, la seule façon d'expliquer cette montée du Bitcoin, c'est de dire qu'on pourrait considérer que le Bitcoin est une valeur refuge. Le souci, c'est que c'est complètement absurde parce que je n'ai aucune valeur de compensation. Mais Stéphane, ça ne peut pas être une valeur refuge parce qu'une valeur refuge, tu es d'accord avec moi, l'or par exemple ne perd pas 10 000 $ en un jour, ça n'existe pas. Et puis cet aspect flamboyant, c'est-à-dire la prise en fait de cette envolée du Bitcoin, on sait quand même, on connaît l'origine. On sait qui l'a fait, cette envolée, cette dernière envolée du Bitcoin. On sait qui l'a fait. Donc on va en parler d'ici quelques instants. Adem, de ton côté à toi, est-ce que c'est une vraie monnaie le Bitcoin? Toi, tu es le plus jeune d'entre nous. Est-ce que toi, tu te sens capable d'imaginer que plus tard, tu auras des Bitcoins dans la poche et tu iras effectivement acheter ton pain avec un Bitcoin qui vaut 45 000 boules? Alors, à l'heure actuelle, je rejoins plus Stéphane dans le sens où non, pour moi, ça n'est pas encore une monnaie. Si on prend même la définition même de la monnaie, c'est une unité de compte, une réserve de valeur, un intermédiaire d'échange. Et réserve de valeur, on l'a pas, à cause de la volatilité. Intermédiaire d'échange, pas toutes les entreprises permettent d'échanger avec du Bitcoin, donc on ne l'a pas non plus. On a seulement à la limite une unité de compte et encore on la perd avec la volatilité.
Donc non, pour moi non. Après, pourquoi pas dans quelques années avoir une transition vers une monnaie, une crypto-monnaie. Ça, je peux le concevoir, je peux l'imaginer vu c'est intelligence la qui dit. transition économique. C'est intelligence qui dit Adem, et Stéphane, c'est vrai que le disait aussi, ça serait donc une réserve, une espèce de wallet, de portefeuille pour entrer dans le monde de la crypto-monnaie et pouvoir après acheter d'autres cryptos. Ça pourrait être effectivement cette chose-là, sauf que la difficulté, c'est quand même qu'on a une volatilité complètement démentielle. Oui, Léo. J'ai un truc. Pour moi, c'est une monnaie aussi parce que ça se traite en cross. Et le fait d'imprimer des milliards de dollars à tour de bras, est-ce raisonnable? Aujourd'hui, ça veut dire quand même que quand le Bitcoin monte, on a un dollar qui s'effondre complètement. La compensation dollar-Bitcoin, mais c'est du délire. Alors en plus, dans l'histoire, on ne compense pas en dollars, on compense dans une monnaie de l'exchange aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que c'est tellement démentiel qu'on arrive à ne plus avoir ce principe en fait d'échange contre la monnaie souveraine qu'est le dollar, mais on échange complètement contre une monnaie qui appartient à l'exchange. Si vous ne le savez pas, restez avec nous, on va tout vous dire, ça c'est clair. Et Luc, juste un dernier truc, 1971, fin de la convertibilité du dollar en or. On en parle? Alors, répète-nous ça, Léo. Fin de la convertibilité du dollar en or. Et à quelle date? 1971. 1971, fin de la conversion de l'équité en fait du talion avec l'or. C'est voilà. Ce que tu veux. C'est ce que je voulais dire. Alors, il est meilleur Léo en crypto. Luc, on va préciser. Je suis meilleur en crypto, c'est vrai. Est-ce qu'on peut voir les quatre écrans? On va préciser une chose qui fait un petit peu peut-être la différence, qui fait la force au niveau du Bitcoin. Et qui fait peut-être qu'aujourd'hui on le reconnaît d'une certaine façon, c'est parce que le Sénat américain, le Sénat des États-Unis a reconnu que le Bitcoin permettait de fournir des services financiers. Ça, c'est intéressant. C'est peut-être aujourd'hui ça qui fait la grande différence. Et effectivement, il n'y a aucune autre crypto-monnaie qui a, je dirais, entre guillemets, l'aval du Sénat américain, qui dit bah, ça peut servir, ça peut fournir des services financiers. Et ça, c'est quand même la grande différence qu'on doit souligner au Bitcoin, parce que c'est, je dirais, entre guillemets, une mini-forme de reconnaissance par rapport à un nouvel outil qui va amener, je dirais, derrière, moi je pense que le Bitcoin pourrait être une introduction par rapport à un protocole de communication et demain les cryptoactifs avec les smart contracts. Alors ça, c'est encore autre chose, parce que ce dont tu parles, les États-Unis aiment, hein, de toute façon, le Bitcoin, il faut le reconnaître, même si ça fait mal à leur monnaie, puisque ça a été quand même ceux qui ont créé le contrat futur sur le Bitcoin à Chicago. Donc ils aiment le Bitcoin en tant que véhicule d'investissement, mais on a l'impression quand même que ça leur a échappé. Très sincèrement, aujourd'hui, ça leur a complètement échappé. Alors on continue dans cette logique en définitive. Est-ce que, Stéphane, toi, tu te sens capable de dire à un de tes clients pour qui tu gères le patrimoine, oui, acheter du Bitcoin, c'est un véhicule d'investissement, tout va bien, allez-y. Non, pas du tout. Je ne vais certainement pas faire cette chose-là. Mon rôle, il consiste à l'accompagner, et c'est le client qui décide déjà par rapport au choix que je vais lui proposer les hypothèses, et je ne vais certainement pas lui proposer un instrument qui pour moi ne repose sur rien du tout et qui a aujourd'hui a fortement évolué. Certes, c'est un super outil spéculatif, mais par rapport à mon approche du patrimoine, c'est pas une chose que je vais faire. On était en train en même temps que tu nous répondais, moi j'étais déjà en train d'imaginer le véhicule d'investissement en tant que tel. Il n'y a jamais eu un véhicule d'investissement qui n'avait aucune règle. Aujourd'hui, le Bitcoin n'a aucune règle. C'est d'ailleurs ce qui plaît à certains et ce qui leur permet de faire exploser les cours. Mais, dans le principe, il faut quand même pouvoir investir sur ce Bitcoin. La plupart, en tout cas, ont décidé ces derniers temps d'investir, même des gamins en cours de récréation, tout d'un coup se prennent pour des traders actifs et vont acheter du Bitcoin. Je dis encore une fois, vont acheter du Bitcoin. Léo, est-ce qu'il faut véritablement conseiller aux gens qui nous écoutent d'acheter du Bitcoin? 23 février 2021? Bah, je sais pas, je te demande. Bah non. Non, toi t'es pas... Alors que t'es un fervent crypto trader. Attention, on peut faire des opérations longues, donc à l'achat en hyper court terme, mais là, acheter pour du long terme, c'est servir de contrepartie à... Alors là, Léo, il faut préciser, parce qu'il vient d'utiliser deux termes complètement opposés. On peut faire des opérations
longue, c'est-à-dire acheter le marché sur de l'hyper court terme, mais on ne peut pas viser du moyen long terme, c'est ça? Ah bah oui, parce que pour moi, le prix n'est pas prédictible. Alors, première chose, si vous voulez faire du Bitcoin... Oui, on t'écoute, Stéphane. Je vais intervenir, Luc. C'est tout simplement que, à aujourd'hui, on n'a pas de boule de cristal. Si on voulait faire investir un client, est-ce que tu es capable de prédire la valeur future du Bitcoin On peut demain? pas. On Totalement peut pas. incapable, ça peut varier à la hausse comme à la baisse. On peut pas. Voilà, donc on peut pas. Par contre, ce que vient de dire Léo, c'est extrêmement intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rentrer sur un marché où on peut déterminer une hypothèse de valorisation en se disant sur un temps déterminé, je vais aller chercher une performance. Et là, peut-être que ça, c'est avec les statistiques et probabilités beaucoup plus facile à prévoir plutôt que la valeur future du Bitcoin. Exactement. J'espère que pour vous c'est limpide, pour nous ça l'est. On ne va pas chercher à investir sur le Bitcoin, mais on va plutôt l'utiliser avec un système de levier pour faire véritablement de la spéculation pure. Adem, est-ce que tu es d'accord? Je suis totalement d'accord avec ce que dit Stéphane ainsi que Léo. C'est impossible de prédire la valeur future sur le long terme ou moyen terme du Bitcoin, étant donné que ça ne repose sur rien d'autre que de la spéculation. Il n'y a pas d'actifs sous-jacents. Donc, miser sur le court terme ou l'hyper court terme, pourquoi pas en détectant certaines tendances, sur de la spéculation, encore une fois. Mais sur du long terme, moi, personnellement, je ne pourrais pas, je ne le ferai pas, je ne le conseille pas. Également sur du moyen terme, ou encore pire, en réserve de valeur. Ça, c'est catastrophique. Mettre 200 € ou je ne sais combien, X euros dans du Bitcoin pour 15 ans. Pour toi, c'est perdu. Pour toi, c'est perdu. C'est un truc perdu, Ouais. quoi. C'est perdu. Ouais, totalement. Alors, pour ceux qui font de la statistique, il faudrait s'imaginer trouver le prix moyen du Bitcoin. Et là, bonne chance. Là, bonne chance. Voilà, en gros, c'est ça. Bonne chance. Démerdez-vous avec le Bitcoin, il n'y a pas de prix moyen. On va tomber un petit peu dans le côté... Oui, je t'en prie, vas-y, Adem. Tu voulais rajouter quelque chose? Alors, tu vas voir, Stéphane. je vais t'amener juste un élément par rapport au Bitcoin qu'on ne voit pas et qui pourtant est une réalité de tous les jours. Le Bitcoin, c'est à aujourd'hui le seul instrument à travers le monde qui permet d'avoir un outil de compensation avec une monnaie, parce que tout le monde peut acheter du Bitcoin partout à travers le monde, et qui est universel. Et quand tu te rends compte de ça, ça veut donc dire qu'à aujourd'hui, pour moi, ce qui est peut-être observé au niveau du Bitcoin, ou ce qui est observable, c'est de dire on pourrait avoir une monnaie en crypto, et là je vais faire allusion au Libra de Facebook, qui pour le moment, aujourd'hui, n'existe pas, et on pourrait dire tiens, le Bitcoin est l'élément qui permet tout simplement à travers le monde d'être échangeable sur un actif qui ne repose sur rien, et si demain on avait le même type d'actif, mais qui repose sur un panier de monnaie ou autre, et qui devient, je vais dire entre guillemets, la monnaie mondiale électronique. Ça peut être ça aussi l'observation à faire. C'est craignos quand même ce que tu viens de dire. Hein. C'est franchement craignos. Parce que ça veut dire aussi que tu es en train de pousser les extrêmes. Les très riches seront absolument très très riches et les très pauvres, et surtout en plus, ceux qui domineront la monnaie, les 5% qu'on a en 95, écraseront, mais alors d'une force extraordinaire, les plus petits. Restez avec nous, on va regarder le prix du Bitcoin, il est 20h. Attends, et on va regarder le prix du Bitcoin. 46 900, Charlotte, tu te débrouilles comme tu veux. 46 900, tu me trouves un gagnant. 46 900 points au moment où je vous parle, il est 20h. Celui qui a dit 46 900 a gagné le livre de la quasi-certitude. Si c'est pas vous, il vient de sortir. Vous pouvez le commander, bien sûr. Il vient compléter d'ailleurs toute sa petite famille. Ici, il y en a un paquet. Léo adore. Évidemment, il s'éclate. Si vous ne connaissez pas, Stéphane, en fait, il est trader, on pourrait presque dire aujourd'hui institutionnel en définitive. Pourquoi? Parce qu'il a un œil, en fait, il cherche à avoir ce type d'investissement hyper court terme dans son portefeuille de véhicules financiers. J'espère que je suis assez clair et que je ne vais pas non plus vous embrouiller l'esprit. Mais Stéphane, aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir... Mais c'est fou quand même, hein. Elle ne veut pas qu'on voit Stéphane. Voilà, Stéphane est à l'écran. Laisse-nous les 4 écrans, s'il te plaît. Voilà. Stéphane, aujourd'hui, il a fait un truc. Et je veux, Stéphane, j'ai pas de Bible à te donner. Je veux que tu dises, je le jure. Aujourd'hui, Stéphane, il a été en autotrade. L'autotrade, c'est la Genius Station, genius-station.com.
Et Stéphane, ce matin, a commencé en disant « Ah, Autotrade, ça commence pas fort, gna gna gna. » Tu vois, le mec un peu râleur. Mais c'est normal, on l'aime comme ça, notre Stéphane, c'est pas un problème. Et puis je l'ai rappelé à 14h. Et là, j'avais pas le même bonhomme. Là, j'avais le bonhomme champagne, couscous, merguez, il y avait tout sur la table. Et il était parti en cacahuète. Stéphane, est-ce que tu veux, s'il te plaît, solennellement, hein, de manière extrêmement vraie, je ne veux pas que tu pipotes, je ne veux pas que tu racontes de salade, je veux que tu me dises ce que tu as fait aujourd'hui avec ton petit capital de test sur la Genius Autotrade de 2500 $. Combien as-tu gagné aujourd'hui avec tes 2500 $? Alors, Luc, je peux te le jurer parce qu'en plus, Mariana a reçu une présentation et tu as la photo que j'ai prise à 14h avec la preuve de l'heure et de mon compte Binance. Voilà, en Autotrade, je te jure, j'ai pris 50% sur mon montant déposé au niveau de Binance grâce à l'Autotrade. Énorme. C'était un truc de fou. Ce matin, une position négative, elle repart. Tu la vois évoluer au fil de la matinée, je l'ai suivi. Et voilà, merci Mariana. Je suis parti à la base je vais dire, de 2100 voilà, et on était à 14h, et on peut le voir au niveau de l'écran, à 3921, et c'est une photo, je l'ai prise, il y a même l'heure de mon ordinateur avec la date, voilà, fabuleux. Bravo, bravo. Bah, c'est l'Autotrade, c'est vrai qu'elle fait des choses que nous on n'arrive même plus à faire avec notre index. C'est l'Autotrade Genius Station, l'un des... En fait, pour vous expliquer, ce genre de résultat, nous on l'obtient d'une seule manière. On n'essaye pas d'être market maker, on est juste des followers et on met en application tout ce qui est là-dedans. C'est pas compliqué, la Genius, elle fait ça pour nous. Comme ça au moins, c'est réglé, c'est fait. Merci beaucoup Stéphane pour ton témoignage. Pour passer aux choses un peu plus sérieuses, un peu plus violentes. Moi j'ai un coup de gueule. Je fais partie, j'ai 50 ans, alors vous allez me dire Luc on s'en fout, mais vous avez raison. Mais je vais quand même vous dire que je fais partie de ceux qui dans les années 90 voyaient l'investissement en mode trading, voyaient ça comme étant quelque chose d'extrêmement régulé, sévère, dur, droit, contrôlé et ainsi de suite. Aujourd'hui, dans la crypto-monnaie, on est quand même dans le paradis de j'en ai rien à foutre. Ah oui. Mais j'en ai alors mais rien à péter. À la limite même, je fais du bitcoin et je te merde. Tu vois le machin. Mais pourquoi Luc tu dis un truc pareil? Parce qu'on a assisté quand même au plus gros délit d'initié qui ait jamais existé de manière complètement en pleine impunité. On a quand même un délit d'initié d'un mec qui s'appelle Elon Musk, qui dit, quand le bitcoin était aux alentours de... Combien il était avant qu'ils disent qu'il achète 1,5 milliard? On était vendeur, on était à 38 000. 38 000. Le mec balance via Twitter sur ses toilettes, parce qu'il était apparemment en train de faire la petite commission, ou la grosse, on s'en fout. Il est en train d'expliquer à tout le monde qu'il prend 1,5 milliard de bitcoin et qui va, bien évidemment, permettre l'achat en bitcoin de sa voiture Tesla. Le bitcoin monte ce week-end à 58 900 et des brouettes, je crois. 58 600. 58 600 points. Je dis hier, dans les émissions de la Genius TV, il y a une rumeur dégueulasse qui est en train de dire que Musk a vidé son bitcoin en loose day et vient de prendre 1 milliard de profit. C'est-à-dire que le mec a fait une opération de moins de 10 jours, il a mis 1,5 milliard et il récupère 1 milliard. Ce qui veut dire qu'en gros, et tu m'accorderas, Stéphane, Adam, Léo, vous m'accorderez, qu'on est la face non seulement à un délit d'initié qui à l'époque aurait valu la prison, à une impunité, mais alors globale, d'un mec qui s'appelle Elon Musk. Alors, on peut réagir sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il n'a pas fait. Aujourd'hui, clairement, Léo, on peut dire que le maître du Bitcoin, mais surtout le maître de l'enfume, c'est quand même Elon Musk. Et du coup, Luc, j'étais en train de réfléchir, parce qu'il a investi 1,5 milliard, il a pris 1 milliard. Du coup, ça veut dire qu'il a acheté à combien? J'étais en train de réfléchir à ça. Alors là, va comprendre Charles, parce que c'est pas déclaré, comme c'est du Bitcoin, on l'a pas effectivement dans les insiders, on ne sait pas si véritablement la réalisation de l'opération s'est faite. On l'a pas dans la blockchain. Apparemment, ça s'est fait un peu en loose day puisqu'il a eu, voilà, il a eu un petit coup de téléphone, je vais t'apprendre à en acheter 1,5 milliard. C'est quand même dégueulasse. Et le mec, en fait, quand on analyse ce qu'il a fait, le mec avait déjà testé le coup avec le dog juste avant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le dog, Léo? Il a fait la même chose.
Il a dit à un moment, tiens, dog. Il a juste dit, tiens, Il a dog. dit le dog est la monnaie du peuple. Et après, 2 jours après, il a dit que c'était une blague. Donc le mec qui balance le dog est la monnaie du peuple, le dog explose. 2 jours après, il dit, je me suis trompé, laisse tomber. Paf, le truc retombe dans l'autre sens. Aujourd'hui, on peut dire, Mariana met nous les 4 écrans super, on peut dire en tout cas aujourd'hui qu'il avait testé le terrain, quoi. Il avait juste tenté le coup simplement en disant je vais voir si les gens me suivent, si c'est des espèces d'abrutis, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Les mecs qui ont suivi Musk, c'est des ânes, excuse-moi, ce sont des ânes. Ils étaient en train de filer le blé, parce que le blé, en fait, il a récupéré, c'est le vôtre. Si vous avez acheté du bitcoin au moment où vous avez entendu l'actu, c'est votre blé qu'il a attrapé, le mec. Alors, réalité ou histoire complètement... Mais Luc, oui, Stéphane, on t'écoute. tu vas voir, on peut faire une analogie. Quand tu fais une pub et que tu dis je prends une star dans la pub, c'est pour te valoriser le produit. C'est bien mettre en avant un produit avec une superstar. Mais il a Elon servi qui? Musk, à son niveau, c'est une superstar. Mais il a servi Et qui? Il a servi qui, Stéphane? Parce que si c'était lui... il a servi ses propres intérêts. Ah, voilà. Il a servi ses propres intérêts. Le deuxième truc, c'est que aujourd'hui, on peut se poser la question, quand tu achètes 1 milliard ou 1,5 milliard de bitcoin, c'est pas toi qui vas le faire. Tu as des gens qui vont le faire pour toi. Il va faire appel à des professionnels pour acheter intelligemment. Donc là, c'est un vrai délit d'initié, pur et dur. Ça mériterait une sanction colossale. Et aucune. Colossale. Il est même pas inquiété, le gars. Alors, moi, j'ai une question pour Léo. Léo et peut-être Adem aussi. Adem nous dira si il a regardé. Est-ce qu'on a vu cette transaction sur les exchanges? Est-ce qu'on sait par quel exchange il est passé? Exchange impossible, blockchain nulle part. Il reste 2 possibilités. Soit il est passé en loose avec Coinbase, soit il a fait une transaction, ce que l'on appelle une transaction OTC de gré à gré, mais 1,5 milliard. Avec qui? Voilà, 1,5 milliard avec qui? Bah voilà. 3e possibilité, il a fait appel à Grayscale, Bitcoin Trust, qui est l'institutionnel qui possède le plus de Bitcoin, qui les revend justement, ce qui permet aux institutionnels d'acheter du Bitcoin sans galérer avec les wallets, les exchanges, les machins, de s'exposer au marché comme un ETF. Mais alors attends, excuse-moi, on sait qu'il y a un nombre de bitcoins limité. Ça veut dire que le mec a pété la règle de la limite, en définitive, puisqu'un milliard et demi, excuse-moi, il faut un peu de liquidité quand même. Ça veut dire aussi que le mec qui lui a vendu avait déjà organisé avec Musk la sortie, parce que il savait très bien que si jamais il lui vendait, il allait aussi se laisser passer la grosse poussée. S'il avait 10 milliards de bitcoin, on est d'accord qu'il a loupé là le doublement, le triplement de son capital. Donc il y a un moment, on sait que quand on fait une opération, il y a un mec qui gagne, il y a un mec qui perd. Donc lui, il s'est détruit quelque part. J'y crois pas une seule seconde. C'est du buzz, c'est du buzz. Où sont, si vous avez l'info, vous, dans... on pourrait pas, tiens, remettre un livre de la quasi-certitude. Si vous avez l'info, si vous savez par qui il est passé, si vous avez effectivement l'actu, dites-le nous. Parce qu'en termes de volume, on n'a rien vu. Mais on a vu quand même quelque chose. On a vu quand même quelque chose. Est-ce que vous êtes trader crypto actif? Est-ce que vous regardez ce qui se passe sur les cryptos? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé hier dans 80% des plus gros exchanges mondiaux? Hier, exactement, quand le Bitcoin a fondu, parce qu'il a fondu, il est passé, Léo, si j'ai bonne mémoire, de 55, il est repassé à 44 ou 45, je crois. 48, et après on a tapé 45. Les gars, les nanas, écoutez bien. Hier après-midi, Léo était au café, moi j'étais au whisky. Non, je déconne, je bois pas d'alcool. On était comme des dingues. On était comme ça. Pourquoi? Parce que nous, ça fait déjà 3 semaines qu'on attend que le truc se pète la figure. Clin d'œil à mon Julien préféré, qui ce week-end m'a dit « Luc, t'as bu un coup, le Bitcoin ne tombera jamais. » Il va me dire « Luc, t'es chiant, ça fait 10 fois que tu le répètes. » Mais c'est pas grave. Le Bitcoin, on l'attend un peu, tu sais, comme le sniper au coin du truc. On se dit « Ça y est, ça pète. Le truc part. » Mais alors, attends, excuse-moi. C'est pas une bougie le machin, c'est une Formule 1 dans lequel t'as mis du tiro. Hein. Et bam, le truc pète. 7 ou 8 000 points en l'espace d'un quart et demi de seconde. Nous, on est comme des dingues parce qu'on voyait les dineros arriver. Et tu sais ce qui se passe? Turn off. C'est-à-dire que 80% des plus gros exchanges ont coupé leur accès. Tu la vois, toi, la carotte? Est-ce que tu la sens, la carotte? Est-ce que tu vois ce truc-là? Ça veut dire, eux qui étaient avec nous, hein, les Genius investisseurs qui sont avec nous et qui l'ont vécu en live hier,
Il y en a, la plupart, qui ont pris un peu de sous, parce que comme la Janus, elle fonce, elle en a rien à foutre, hein, de Musk, de Biden, elle s'en fout. Elle est rentrée comme une folle. Elle a attrapé, blam. Mais il y a entre 10 et 20% des clients abonnés qui ont réussi véritablement à dégager des revenus sur cette descente. Les autres, on l'a regardé. La Janus avait envoyé ce qu'il fallait, mais Binance a décidé de couper. Il n'y a pas que. Kraken a coupé aussi. Il y en a plein. Après, en fait, clairement, il y a eu des circuits breakers, mais c'est dégueulasse parce que ça montre deux choses. D'abord que le Bitcoin est tenu par des institutionnels qui veulent continuer à vous faire croire que c'est la panacée. Et deuxième chose, ils sont en train de protéger ces institutionnels en vous empêchant de vendre à découvert. Parce que s'il y avait eu cette panique, je peux vous dire que le Bitcoin ce soir serait à 17 000, 18 000, 20 000. Est-ce que tu es d'accord, Adem, avec ça? 100%. Totalement d'accord. D'ailleurs, j'étais en train de réfléchir quoi rajouter de plus. Enfin, on voit, comme vous l'avez bien décrit, on voit directement que il y a une arnaque. Il y a des choses qui se passent en douce, plus d'1 milliard de Bitcoin, l'achat, le blocage de short, on peut plus rien faire. Il y a un truc qui va pas. Alors moi, je vous dis un truc, les gars, les filles. Si vous voulez acheter du Bitcoin, c'est pas un broker. C'est pas un marché régulé, c'est une place d'exchange qui fait absolument ce qu'il veut avec ce qu'il veut réellement. C'est-à-dire que s'il veut faire tomber le marché, il le fera tomber. S'il veut le faire effectivement monter, ils le feront monter. Pire. Je vais vous donner un petit secret, je vais vous livrer un petit secret, écoutez bien. Il faut savoir qu'AutoTrade Binance avec GenuStation existe depuis maintenant le mois de décembre. Clin d'œil à Ellie et à Julien qui ont beaucoup travaillé dessus. Et on a sorti une V1. Et là, on s'est dit, là, il y a un problème. On va en parler, Nicolas, garde ta question, on en parle tout de suite. On s'est dit, il y a un problème. La Janus, elle carbure, ses résultats sont mirobolants, mais quand on passe un ordre sur l'exchange, on l'a pas, on n'a jamais le prix, quoi. Et ça me rappelait l'époque des CFD, hein, CFD, toi tu sais, CFD, fucking Mother, enfin bref, tu les connais. Et je me suis dit là, on est en train de revivre les saloperies de ce que faisaient les brokers. Ah bah clairement, l'exchange, lui, de son côté, défend sa paroisse, il défend sa bouffe. Donc en fait, il te mettait du spread et il te rajoutait du slippage. Quand toi, théoriquement, tu gagnais 200, bah la Janus, elle arrivait quasiment jamais à fermer. C'est-à-dire qu'elle était toujours en train de se faire respirer. Donc on a dit, on s'arrête et on reprend en V2. Et en V2, c'est du Stéphane tout à l'heure avec 50% de son capital qui tombe en one shot. Et c'est pour ça. Mais il y a plein de petites astuces comme ça. Il y en a plein. Alors, Nicolas, qui nous parle de trading de haute fréquence. Écoute bien, Nicolas. Le trading de haute fréquence sur un exchange traditionnel, ça n'est absolument pas possible. Tu sais pourquoi, Nicolas? Parce que les exchanges traditionnels limitent la quantité d'ordres working. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont t'autoriser à en passer 2, 3, 4. Toi, tu essayes de passer en OSO, c'est-à-dire que tu essayes de passer avec une entrée, un TP, une protection, tu as les 3, mais eux, ils t'envoient juste l'entrée. Et le reste, démerde-toi. Et on s'est aperçu qu'en fait, au bout d'un certain volume d'actions ou d'opérations, je ne parle pas d'actions la 7, mais plutôt d'actions d'achat ou de vente, en buy stop, c'est limite, tu connais l'histoire, mais en fait, on s'est aperçu que les mecs, ils te dégagent. Donc tu te retrouves avec une position, si tu ne la surveilles pas, qui te fait des hauts, des bas, des hauts, des bas. Tu te retrouves positif, négatif. Donc en définitive, merci Janus, parce que Janus, elle détecte quand les 3 ne sont pas passés, elle te stoppe ta position, elle te la crache en urgence, et clairement, c'est pas l'exchange qui gagne, mais c'est l'abonné de Janus. Est-ce que je raconte une bêtise, Léo? Vous ne racontez pas de bêtises, mais j'ai quand même quelque chose à rajouter. Ah, solennellement, allons-y. Alors déjà, justement, on parlait du turn-off qu'il y avait eu sur Binance, le truc bizarre, bien quand ça a bien... T'appelles ça un turn-off? Ouais. Moi j'appelle ça une carotte. Une fourberie. Ah bah alors elle est belle celle-là. Elle est belle. Là on a affaire à de la carotte XL, hein, c'est déjà le bon truc là. C'est un exchange centralisé. Bientôt Janus, avec une blockchain qui évolue, moins de frais sur Ethereum, etc. On passe les détails. On pourra faire de l'auto-trade de manière décentralisée. Ça c'est excellent. Parce que ça veut dire aussi qu'on pourra émettre notre token, on pourra avoir notre propre marché, on pourra travailler de gré à gré. Et en tout cas, écoutez bien, je le dis solennellement,
quels que soient les mots que vous m'avez affublés, là, les espèces de 10 abrutis qui dislike parce qu'ils n'aiment pas, tant pis pour eux, il y en avait déjà 4 ou 5 quand on n'avait même pas démarré l'émission. Si vous ne m'aimez pas, c'est pas grave, vous n'êtes pas là pour m'aimer, c'est pas gênant. Moi je vous aime, mais c'est le contraire, on s'en fout. Si véritablement vous avez compris ce qui vous faisait perdre en trading, arrêtez d'aller me chercher de la chouchoukou sauce vanille, ou de la moyenne mobile sauce ketchup, ou alors du RSI sauce samouraï. Algérienne. Ou algérienne si tu veux. Ce qui vous fait perdre en trading, c'est pas justement, c'est le spread et le slippage, ce que vous n'avez pas sur les marchés futurs. Et l'overtrading. On est en train, toute l'équipe là, tous les gens que vous voyez un peu partout avec moi, nous sommes en train à réfléchir à devenir place d'exchange avec un seuil limite de spread et de slippage. Ça veut dire que nous, notre intérêt, ça serait d'avoir une capacité monumentale pour devenir market maker et faire nos propres marchés, tout en ayant pour vous la garantie d'avoir un spread minimum et un slippage minimum. Et ça serait génial. On pourrait même concurrencer de gros brokers simplement en les comparant avec ce que nous sommes capables de proposer. Ça serait une super idée, Léo. Une question, lui. Ah, allons-y. Je fais mes opérations sur Binance, voilà, je suis tranquille. Je passe un ordre, je charge un peu. Je vais dans l'historique, je vois 0,17 BTC, 0,17 BTC, 0,17 BTC, 0,17. Ah bah là, c'est du calcul. Genre, il me split carrément mon ordre, alors que Binance, plus gros exchange au monde en termes de volume. Ils ont du stock. Genre, ils n'ont pas la contrepartie. Alors, ce que veut dire Léo, en fait, c'est que quand on passe sur Binance, on se retrouve face à une situation, mais ils sont pas mauvais, c'est pas des gens mauvais. Moi, Binance, je les aime bien. C'est des exchanges. Il faut comprendre aussi qu'ils peuvent pas être là uniquement pour agiter des drapeaux et te servir à boire quand t'as soif. C'est quand même une société, il faut quand même du profit et du bénéfice. Il faut arrêter de raconter des conneries. Sauf que il faut être plus malin que le malin. Et on cherche effectivement à être plus malin peut-être que ces gens-là en vous garantissant un spread et un slippage minimum pour justement, d'abord que vous compreniez qu'ils vous ont bien eu pendant un certain temps. Je ne parle pas que de Binance et je ne parle pas de Binance. Je dis simplement que jusqu'à un certain temps, parce que je m'adresse encore à ceux qui sont en CFD, vous faites chier quoi. Vous faites chier quoi. Arrêtez de leur filer votre blé, merde à la fin. Ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait imaginer ce genre de choses. Stéphane, Adem, on va peut-être commencer par Adem et après à Stéphane. Adem, qu'est-ce que tu penses de cette idée et est-ce qu'elle est réalisable? L'idée, je pense qu'elle est réalisable totalement. Totalement, on a toute la plateforme, on a tout ce qu'il faut. En plus de ça, lorsqu'on voit le slippage et l'écart qu'ils mettent, je pense qu'on peut réduire pas mal en tant qu'entreprise. Et ouais, je pense qu'elle est totalement réalisable. Moi, je suis totalement pour. Et, je sais pas. Le business, Adem, le business, ça serait pas prendre du spread et du slippage. À la limite, ça, on s'en foutrait. Ça serait pouvoir consolider nos prises de position avec une assise comme un market maker. Et être un market maker, ça demande d'avoir beaucoup d'argent. Donc il faudrait être un très gros broker, c'est-à-dire avoir énormément de comptes pour limiter au maximum le spread et le slippage. Ça serait pas mal. Est-ce que Hugo Ilao, est-ce qu'il peut nous reprendre un peu la station parce qu'Adem vient d'en parler. Est-ce qu'on peut avoir Hugo qui repasse effectivement un petit coup avec la caméra pour montrer la station? Stéphane, c'est réalisable ce que je suis en train de dire, merde, après tout. Ça serait super d'avoir ça. Dans l'idée, c'est réalisable. Ce serait super d'avoir ça. Le truc, c'est qu'il faut qu'on soit nombreux. Et puis, la technologie, aujourd'hui, c'est clair qu'on l'a. Voilà. Donc après, ça n'appartient qu'aux personnes qui nous regardent et de se dire, bah oui, on peut participer à cette aventure-là. Attends, Stéphane, on se donne rendez-vous dans moins d'1 an. On en reparle. Tu sais ce que j'ai comme idée. Tu sais pourquoi je travaille, tu sais pourquoi je fais ça, tu sais pourquoi je dis ça. On se reparle dans 1 an, tu verras, on en reparlera. Ça serait génial. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et tu sais que tu seras de la partie. Et tu sais que tu seras de la partie. On continue, parce qu'on vous a lâché plein de trucs, même un peu trop même, non? Non, ça va. Allez, on arrête d'en parler trop. Est-ce qu'il y a des banques qui acceptent le... on va poser la question à Adem, je pense qu'Adem... Tiens, regardez, ça c'est la Genius. Ça c'est Genius. On passe des trades multi-assets, on passe des trades multi-brokers, on a de multi-graphiques, on peut afficher des indicateurs techniques. Les gars, les filles, ça c'est génial.
Vous avez tout, de la crypto, du forex, des futurs, des actions. On a plein d'actions américaines. On s'éclate tous les jours avec les actions US. C'est génial, la Genius. On continue. Je vais poser la question à Adem parce que je pense qu'il a pris ses renseignements. Adem, est-ce que les banques acceptent d'avoir du Bitcoin? Est-ce qu'ils acceptent que moi je vienne avec mon Bitcoin? Est-ce que je peux demain, moi, rentrer du Bitcoin sur mon compte? Alors, certaines oui, pas toutes. Certaines, si je peux citer de noms. Bien sûr. Vous me dites. Vas-y, il n'y a pas de souci. N26, par exemple. Alors, c'est pas une banque. En ligne, Boursorama. Ah non, c'est pas une banque. C'est un portefeuille électronique, ce qui n'a rien à voir avec une banque. Oui, c'est un moyen de paiement. Elle est adossée à une banque. Autre banque, Société Générale, normalement, elles font ça. Un peu plus compliqué de déposer les bitcoins à la Société Générale. Pareil pour la caisse d'épargne. Puis après, plus on avance, la dernière, normalement, c'est BNP Paribas. Après, c'est impossible. Impossible en tant que personne physique de déposer des bitcoins. Et encore, de la BNP à la Société Générale, des paperasses, il faut montrer que c'est compliqué. Ça va être une histoire de concurrence après. Stéphane, est-ce que les banques, elles ont intérêt à faire ça? Est-ce qu'elles ont intérêt à mettre du bitcoin dans les comptes? Mais je le redis, c'est la même chose que pour nous dans les gestionnaires de patrimoine. La banque, elle, son intérêt, c'est de prendre soin de ses clients. C'est aujourd'hui d'aller sur des actifs qui ont une compensation. Donc nous, ça n'est pas l'intérêt de la banque, déjà de mettre des bitcoins au niveau de ses clients. Et puis deuxièmement, c'est d'aller effectuer des placements qui rentrent dans ce livre de compte. C'est également de travailler sur des sous-jacents qui ont une valeur tangible. Donc ça n'est pas du tout l'intérêt de la banque pour moi. Bon, c'est réglé. On va interroger Léo sur une question qui me taraude pas mal. Avec Léo, vous le savez, parce qu'Adem et Stéphane vont regarder la Genius TV en permanence toute la journée de 8h jusqu'à 20h le soir, et vous qui êtes abonné, forcément, vous la regardez aussi. C'est bien parce que Régis, en fait, il a un petit peu anticipé ce que je voulais demander à Léo. Léo, si je te pose la question de savoir quelle est, d'après toi, la crypto-monnaie ou le crypto-actif le plus intéressant, le best crypto-actif pour toi, c'est quoi? Le top, le truc extraordinaire. Le truc sur lequel tu peux pas te tromper. Ça tient qu'à moi. J'ai Ethereum, mais il y a trop de frais. En fait, ça tient qu'à Ethereum 2.0. Si on a Ethereum 2.0 qui est solide, tangible, pour moi, c'est Ethereum. Ethereum. Alors, moi, je suis assez d'accord avec Léo. D'ailleurs, je lui ai insufflé l'idée il y a suffisamment de fois. Et pourquoi Ethereum? On peut expliquer pourquoi Ethereum est beaucoup plus solide que ces crypto-actifs qui volent dans tous les sens. Pourquoi tout d'un coup Ethereum devient peut-être presque le référent et risque même de doubler Bitcoin? Alors, je vais partir un peu loin. Déjà, de 1, reste avec nous. C'est mon avis. Bitcoin est obsolète, ne supporte que 8 transactions secondes. Alors, attention, Bitcoin est obsolète. Sa technologie est obsolète. Sa technologie est obsolète. Ethereum supporte actuellement entre 15 et 20 transactions. 0 qui arrive, il devrait en accepter 15-20 000 transactions secondes. Pourquoi Ethereum va devancer Bitcoin selon nous? Mariana, mets-nous tous les 4, s'il te plaît, Parce encore que une fois. Pour moi, c'est l'évolution. Ethereum est la première cryptocurrency à avoir implémenté des smart contracts. Qui dit smart contract dit tokenisation des actifs financiers, dit finance décentralisée, donc échange de pair à pair, donc sans broker qui nous met slippage, etc. Donc de pair à pair. Donc ça veut dire qu'en fait, si tu as de l'Ethereum, moi je peux te le changer directement sans passer par un exchange ou autre chose. Voilà. C'est bien ça. Le problème étant les frais du réseau, la mise à jour qui arrive. Alors, les frais du réseau et la mise à jour qui arrive. Il y a quelqu'un qui m'a dit ouais dans l'oreillette. C'est toi, Stéphane? Voilà, alors, je vais faire une petite intervention, tu vas voir. Sur Ethereum, en fait, la technologie est bien meilleure. Le petit truc, c'est qu'est-ce qui a fait qu'Ethereum aujourd'hui n'est pas devant Bitcoin? C'est tout simplement qu'à l'époque, il y a eu une faille de sécurité par rapport à un piratage sur Ethereum qui a dû être rectifié et qui aujourd'hui est rectifié. Et c'est vrai que la technologie d'Ethereum, elle est largement supérieure. La grosse différence, c'est le manque de confiance qu'il y a eu à un moment donné vis-à-vis d'Ethereum qui aujourd'hui
est en train d'être récupéré et on voit qu'Ethereum est beaucoup plus fiable maintenant que Bitcoin et il faut donc qu'il n'y ait plus sur Ethereum ce phénomène de piratage. Bon, bah c'est parfait, on a l'explication, t'es d'accord Léo? J'avais complètement oublié. Complètement oublié, mais c'est vrai. Bah tu t'appelles Stéphane, tu viens de ma part, il va tout te dire. Contre, Adem, toi Ethereum, tu signes ou tu signes pas Ethereum? Je signe, mais encore une fois, comme Léo l'a dit, Léo, les frais sont à une vingtaine de dollars à peu près. Je sais plus exactement le chiffre par transaction. Mais si c'est, oui, mais si c'est une transaction globale, si c'est pas un Ethereum 20 $, ça reste encore jouable. Si tu viens avec un paquet d'oseille et puis que tu fais ta transaction pour 20 $, c'est raisonnable. C'est un fee fixe ou c'est un fee variable? Variable hier soir, avant-hier soir, hier soir, à cause de la hausse de la volatilité du marché qui se casse la figure, on est monté jusqu'à 60 $. 60 $, une transaction, je vous donne... Quel que soit le montant. Quel que soit le montant. Ouais, bah moi ça me va. Si j'ai envie de changer un million de dollars, c'est nickel. Il aurait dû faire ça d'ailleurs. Pourquoi il n'a pas fait ça, Musk? Pourquoi il n'a pas été sur Ethereum? C'est plus encadré? Non? Vous avez une idée, les garçons, avec moi? Est-ce que pourquoi Musk il n'a pas été acheté de l'Ethereum? Est-ce que vous avez une idée dans les commentaires? Est-ce que vous pouvez me mettre dans les commentaires, d'après vous, pourquoi Musk n'a pas été chercher de l'Ethereum? L'Ethereum qui était beaucoup plus encadré. A priori, c'est quand même beaucoup plus structuré, Ethereum. Peut-être une question. C'est une question pour moi, juste de notoriété, premièrement. Et deuxièmement, si on regarde le Bitcoin, là aujourd'hui, tu es sur 21 millions de Bitcoin. Aujourd'hui, Ethereum, tu peux monter, je crois, de tête à 60 millions. Donc les ampleurs ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, tu auras beaucoup moins de spéculation sur Ethereum que tu en auras sur le Bitcoin. Donc je pense qu'aujourd'hui, en termes d'image... Donc il voulait enfumer le marché. Moi, je dis... Il voulait enfumer le marché. Mais oui. Il voulait l'enfumer. Il est arrivé comme un porc, comme on dit. Il est arrivé en racontant une belle histoire. Il s'est gavé et après il s'est barré. Tu parleras d'un humaniste. Hein. Le mec vaut zéro en termes, effectivement, d'humanisme. Ça vaut zéro. C'est honteux presque ce qui a été fait, sous le couvert d'ailleurs même des autorités pour lesquelles il n'est même pas inquiété. C'est dégueulasse, Stéphane, ce qu'il a fait. Ah bah aujourd'hui, très clairement, c'est juste intolérable et ça doit être puni pour moi. En tout cas, là, c'est du déni d'initié pur et dur. Et puis, j'aurais tendance à dire que c'est en même temps un énorme coup de pub pour Tesla en disant vous allez pouvoir acheter votre Tesla en Bitcoin. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du Bitcoin, alors que c'est vrai que la crypto qui aujourd'hui est beaucoup plus aboutie, c'est Ethereum. Bon, en tout cas, c'est clair. Tout le monde a l'air d'accord. Ethereum. Léo, juste parce qu'il est tard et effectivement, il faut qu'on finisse quand même l'émission. Qu'est-ce que ça vaut un Bitcoin pour toi? Je sais que la question n'est pas facile. Qu'est-ce que ça vaut en termes de conversion dollar? Admettons un truc facile. Combien, d'après toi, pour toi, éthiquement, intrinsèquement, fondamentalement, est-ce que d'abord on peut le coter? Est-ce qu'on peut dire Bitcoin vaut tant? Oui ou non? Dis-moi oui ou non. On peut pas le dire, mais on peut pas le dire. C'est l'offre et la demande. Mais pour moi, ça reste une crosse quand même. Ça reste une crosse qui contre le dollar. Contre le dollar. Sauf que c'est pas un vrai dollar. C'est un dollar T. C'est Binance, c'est l'USDT. USDT qui se traite sur la blockchain Ethereum. Voilà, c'est ça, avec de l'Ethereum derrière. Donc, encore une fois, vous avez bien fait de rester avec nous ce soir. Regardez l'Ethereum. Parce que l'exchange Binance utilise pour sa monnaie qui est l'USDT la blockchain, en tout cas, d'Ethereum. C'est ça? Faux. Au contraire, Binance... Je me disais, il va me secouer à un moment, il va boum, il va me le balancer. Binance vient de nous pendre en 9 mois une blockchain décentralisée spécifique à Binance. On peut faire de la finance décentralisée. Stéphane, je viens de prendre un coup de vieux là. Viens, on sort. Non mais c'est vrai, Binance... Viens, on s'en va. On va tout... Moi, c'est quoi, Stéphane? On va faire un superbe food trucks. On va vendre des galettes, ça va être génial. Le gars vient de me mettre une baffe dans la tête en 3 secondes 30. Non, mais... Il est génial, Léo. Il est fantastique. C'est vraiment lui la relève. Redis-nous ça. Ils ont créé leur propre blockchain, donc ils ont leur propre protocole quelque part. Alors, Binance a 2 blockchains. Ils ont la blockchain de base, le BNB, tout ça, qui sert à la négociation. C'est centralisé, bref. Pas venir au détail, ça va être long. Et là, ils nous ont pondu en 9 mois la Binance Smart Chain. Donc on a des smart contracts, comme sur Ethereum, on n'a pas de frais, pas comme sur Ethereum. Mais ça reste quand même Binance. T'es toujours dans Binance. Décentralisé. Oui, on est toujours dans Binance, mais c'est décentralisé cette fois-ci. Ils sont forts, Binance, quand même. Hein.
Il n'y a qu'à regarder le token de Binance qui est passé 3e au classement devant USDT, devant tout le monde. Bon. Est-ce que le token de Genius pourra lui passer devant celui de Binance? Alors là, la question étant déjà sur quel blockchain... Fais gaffe, tu joues ta place. Alors, quelle est l'émission de token maximale déjà? On fera une émission spéciale pour le token Genius qu'on est en train de mettre en place. On vous le proposera bien sûr. C'est le moyen d'avoir une participation dans une technologie et une fintech qui est absolument remarquable. Bravo encore aux développeurs, bravo aux ingénieurs, bravo à ceux qui se sont mis sur cette plateforme de trading unique au monde. Clin d'œil aux Suisses qui nous disent que notre plateforme est unique dans le monde francophone. En tout cas, génial. Allez, on termine. Rapidement, je sais que véritablement, il y a des pays qui ont adopté le Bitcoin, en particulier en Afrique, en Chine aussi, pour avoir une contrepartie. C'est intelligent de faire ça, sincèrement, Léo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Ils passent de 58 000 à 45 000 et on risque effectivement de continuer à descendre. Alors là, le débat, il est là, parce qu'on a les pays asiatiques qui sont relativement, on va dire, un petit peu geeks, on va dire. Ils sont avancés niveau technologique. On a le Japon, la Chine et tout qui ont adopté les monnaies numériques. Mais attention, je pense justement à l'Afrique, comme vous, Luc. Il y avait, je ne sais plus quel État, c'était le Kenya, voilà, la banque centrale du Kenya. Qu'on avait acheté justement qui voulait en acheter, ouais, en accusant le FMI derrière de dévaluer sa monnaie. Là, on rentre en guerre monétaire. Mais pourquoi le Bitcoin, ils n'ont pas cherché très loin? C'est pas évident. Stéphane, un pays qui achète du Bitcoin pour protéger la dévaluation de sa monnaie, c'est intelligent? À quel prix? Alors, disons que le problème de la dévaluation de la monnaie, c'est que ça va faciliter l'exportation et ça va poser des problèmes sur les produits importés. Donc, s'ils arrivent à maîtriser les prix d'achat par les pays importés avec du Bitcoin, oui, si on veut, mais j'en vois pas spécifiquement la stratégie. Moi, personnellement, ils achètent un actif qui ne représente rien. C'est du vent. Adem, c'est intelligent. Si toi, si tu étais, je sais pas, président de la République, de ce que tu veux, t'achèterais du Bitcoin pour effectivement éviter la dévaluation de ta monnaie? Pas forcément. Le pari est risqué de la volatilité. Si, par exemple, là, encore une fois, prenons hier soir, j'achète du Bitcoin, il est coté à 53, 56, et que le lendemain, il est à 45, je fais quoi? Mon pays, je peux plus importer. Enfin, je perds énormément de monnaie. C'est pas évident. Le pari est risqué quand même. C'est pas évident. Stéphane, on sait depuis hier que les taux d'intérêt sont en passe effectivement d'être revus. On sait aussi que les taux obligataires sont en train effectivement d'être revus. On sait que la pression financière obligataire avec la proposition des gouvernements de mettre de la dette souveraine sur les marchés plaît énormément aux institutionnels. Est-ce que ça a un rapport, cette histoire effectivement d'obligataire qui pousse, côté d'ailleurs l'obligataire à long terme même d'ailleurs, qui pousse très fort, est-ce que ça a un rapport avec un Bitcoin qui dévalue? Ça pourrait avoir un rapport avec un Bitcoin qui dévalue, tout à fait. Donc en définitive, c'est un report. C'est un report en fait de trésorerie pour avoir de la marge et se placer sur un actif beaucoup plus sécuritaire, quoi. Ah bah de toute façon, c'est clairement ça. Hein. Aujourd'hui, la manœuvre pourrait être celle-là. Et puis de toute façon, l'actif il sera beaucoup plus sécuritaire et puis il permettra aussi, je dirais, d'avoir beaucoup plus de porteurs de cette dette. Et ils en veulent, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent du sécuritaire, ils n'ont plus envie de bosser. C'est quand tu achètes de la dette souveraine, tu as une garantie extraordinaire de retrouver effectivement ta mise de fonds et bien évidemment le ratio qui est prévu. Donc pour eux, c'est une panacée la dette souveraine. Je crois d'ailleurs que la France avait posé je ne sais plus combien de milliards et il a fallu 6 minutes pour tout avaler et prendre absolument tout, pire que les concerts de Céline Dion, quoi. Mais de toute façon, à aujourd'hui, Luc, ce qu'il faut regarder, c'est qu'il y a 10 ans, on était endettés beaucoup moins et on payait plus d'intérêts parce que les taux d'intérêt étaient assez élevés. Aujourd'hui, on a des taux très très bas et on peut emprunter, je dirais presque à taux gratuit, et je dirais même quand on a des taux négatifs, on est payé pour emprunter. Donc on inverse complètement la logique et les porteurs, à aujourd'hui, même s'ils sont faiblement rémunérés, diront on a de la sécurité. Et je dirais à aujourd'hui, même nos clients, nous, en gestion de patrimoine, ils recherchent d'abord de la sécurité
et après du rendement, et encore pas sur tout leur patrimoine. On va diversifier de manière très précise. Bon, on n'a pas encore passé le cap de l'économie de demain, hein, d'après ce que je comprends. Ça, c'est clair. On est dans notre quart d'heure un peu folie, là. On va se mettre, voilà, on va se détendre un peu. Ça fait déjà un petit moment que vous êtes avec nous. On va se détendre et puis on va essayer d'imaginer l'avenir. Et moi, des fois, j'essaie de me mettre dans le cerveau de Musk. C'est un génie, on le sait, un génie du commerce, un génie des affaires. C'est quelqu'un qui est visionnaire. Est-ce qu'il n'est pas en train de se dire, je vais créer ma monnaie, donc je vais utiliser ce que j'ai en Bitcoin pour justement conserver la pression que j'ai sur la technologie blockchain et créer ma monnaie. Et est-ce que j'aurais pas envie de créer une communauté qui se barrerait sur Mars avec ma propre économie? Est-ce que ça vous paraît délirant ce que je vous dis? Est-ce que Musk, il n'est pas en train de se dire, tu sais, un peu comme, vous savez, un peu comme Charlie Chaplin quand il avait la map monde qui dansait comme ça. Moi, ça me fait penser à Le Dictateur, je crois que c'était ça le titre du film. Est-ce qu'il n'est pas en train de se projeter dans on va sur Mars, j'ai ma monnaie, et puis qui même me suivent, et s'ils veulent me suivre, ils vont devoir raquer. Est-ce que c'est pas ça l'idée, Adem, de Musk actuellement? Ou est-ce que je vais trop loin? Je vais pas réfléchir à ça, mais en soi, l'idée reste logique, étant donné que il a de l'influence, il voit que il y a une transition économique qui se fait. Lui, il a l'idée de partir s'installer sur Mars. Certaines personnes le suivent, d'autres non. Ça, c'est chacun son avis. Pourquoi pas créer sa monnaie pour pouvoir avoir d'une part la main dessus. Là, actuellement, faire des tests avec le Bitcoin, voir comment ça se passe. L'idée n'est pas délirante. Prenons Facebook. Facebook est en train de faire sa monnaie avec le Libra. Alors, attends, Adem, tu parles de Facebook. Ça va pas devenir un conflit interplanétaire, cette histoire, parce que le premier qui est arrivé avec ses gros sabots, avec sa Libra, d'ailleurs, qui ne s'appelle plus Libra. Diem, hein, d'accord, pas Diams, mais Diem, ouais. On y est presque. Zuckerberg, Musk, Octogone, sans rêve, ça va être ça l'avenir, la monnaie de demain, un Diem coin. Pas seulement le Diem, il y a aussi l'euro numérique. Tout le monde se bat un peu à ce qui sera le plus rapide. Hein. Mais Diem, Bitcoin. Bitcoin, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça va péter. Je vais devoir Léo, mais je ne pense pas à le Bitcoin. Ça fait rire Adem, en tout cas. Bitcoin, il n'est pas assez régulier. On pourrait voir les choses d'une autre façon. Vas-y. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et si le Bitcoin permettait de prendre la température partout à travers le monde, parce que c'est aujourd'hui un outil qui permet d'être compensé partout à travers le monde. Et si c'était une phase provisoire d'étude, et que demain le Bitcoin soit remplacé par un outil Diem ou un autre, mais t'imagines à ce moment-là la puissance de l'outil. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu prends le Diem, tu viens avoir un outil où tu fais de Facebook une banque plus forte que la banque centrale américaine. Tu désignes tout le monde. Tu désignes tout le monde. Le nouvel ordre mondial. Et là, j'allais dire, en termes de puissance financière, tu viens donc supplanter complètement le Bitcoin en disant, moi, je vous mets des actifs en face et j'ai étudié ça parfaitement bien. Et le Bitcoin ne sera qu'un moment de passage et d'étude qui permettra d'instaurer bien d'autres choses. Ça me paraît très plus pertinent. Mais est-ce que tu aurais intérêt à rester sur la Terre à ce moment-là? Je pense que lui, il est déjà là-haut. Sincèrement, pour moi, il est déjà là-haut. Après, ça reste un avis personnel. Mais bon, pour le reste, on verra bien. Allez, on termine cette émission. D'abord, bravo à celui qui a gagné le nouveau livre, celui Investir avec la quasi-certitude. Je vous rappelle qu'il fait partie d'une collection. Les gens qui sont là ce soir, je sais que vous adorez ces livres. Léo, il a appelé la Bible. Il est parti carrément en pèlerinage. Ici, ils vont à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il est parti loin avec le livre. Stéphane va le recevoir, Adem aussi. En tout cas, n'hésitez pas à vous le procurer. 09 80 08 20 11, 09 80 08 20 11 ou info, autant pour moi, genius-station.com ou info@geniusstation.com. Je vais vous interroger un par un, on terminera l'émission là-dessus et je sais que ça va vous plaire, vous qui êtes restés avec nous. En tout cas, j'espère que l'émission vous aura plu parce qu'elle a été longue. Je vais commencer par Léo, qui est notre expert en crypto-monnaie. Léo, le Bitcoin, faut en acheter ou faut en vendre?
Elle est pas balèze, elle est pas facile, hein, elle est balèze cette question-là. J'en achète ou je les vends? Est-ce que je les garde ou je les vends, moi, ces bitcoins? Donnez-moi un graphique. Alors, donnez-moi un graphique, t'en as un devant toi, débrouille-toi. Allez, démerde-toi. Le bitcoin est à 45 900 et on descend là d'ailleurs, Julien, 42 000. Je vais revenir au début de l'émission, justement. Vous disiez, justement, ben, c'est vrai, on ne peut pas prédire le prix d'un bitcoin. Tout à l'heure, on parlait justement de la Banque centrale du Kenya qui achetait du... Arrête de m'endormir, je l'achète ou je le vends, le bitcoin. Arrête de me raconter des salades, on sait que t'as de la science. Dis-moi juste si je dois l'acheter ou je dois le vendre. Vendeur. C'est de la merde. Bah attends, tu vois le graphique comme ça. Vendeur. On est avec des tops absolument partout. On a compris que même si on voulait en acheter, on allait être bloqué par les exchanges si jamais ça dépasse l'entendement. C'est clair. Toi, tu les vends. Ah bah j'ai déjà tout liquidé presque. Toi, t'as tout liquidé. Stéphane, t'achètes ou tu vends du bitcoin? Fais gaffe parce que tu vas répondre. N'oublie pas qu'elle t'a fait gagner 50% tout à l'heure. Après, on peut récupérer le moyen aussi. Moi, je la vends. De toute façon, et de là, j'allais dire, la Genius en autotrade, c'est un outil fabuleux, merveilleux. Moi, j'avais demandé à Mariana de me montrer le graphique que j'ai mis dans les petits On peut pas le voir, éléments que j'ai envoyés. On peut pas le voir, Mariana, le graphique avant de partir, c'est là, tout à l'heure. On peut pas l'avoir? S'il te plaît, Mariana, ce serait super. Attends, et en fait, tu vas voir qu'aujourd'hui, moi, je vais te dire, je le vends et je vais te montrer par le graphique pourquoi je le vends. En espagnol, Stéphane, même en catalan. Mariana, sisplau. Mariana, sisplau, ¿puede por favor el gráfico de Stéphane? ¿Puede ou non? Elle va se débrouiller. On y retourne tout à l'heure, Stéphane. Adem, c'est bon? Ah bah le voilà, tiens ton graphique, Stéphane. À toi de jouer. Alors, si on regarde le graphique, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que, je dirais, il y a une montée énorme. Et qu'à aujourd'hui, on est en train de retrouver cette montée effectivement très haute, et que derrière, ça va redescendre automatiquement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Bitcoin, je le vends. Bon, bah c'est réglé. Adem, buy or sell? Je vends directement. Si on reprend même le graphique de Léo, enfin, on voit que tout est catastrophique. Je vends, c'est en train de descendre, Non, je vends. Je ne garde pas. Il vous a bien eu, Musk, quand même. Hein. Sincèrement, il a été bon, Musk. Moi aussi, je vais vous donner ce que je vois, effectivement, tout simplement. Je vous dirai pas d'acheter, je vous dirai pas de vendre. Je vous dirai qu'une seule chose. Écoutez ce que vous raconte Genius. Quand on voit ce qu'elle sait faire, je m'incline. Je vous remercie tous, en tout cas, d'avoir été avec moi, Stéphane, Adem, Léo. Merci d'avoir, effectivement, suivi cette émission. Vous qui êtes restés avec nous tout au long de cette émission, merci énormément de nous suivre, de nous soutenir. On fait un câlin aux 14 mecs qu'on dislikait. C'est dommage parce que je pense que c'est des gens qui apporteraient quelque chose à l'émission, mais pour autant, clairement, ils ont préféré disliker plutôt que s'exprimer. Sachez en tout cas qu'il y aura une prochaine émission la semaine prochaine dans The Let Luc Money Show. Je vous dis pas ce que c'est, je vous dis simplement qu'effectivement, il y aura encore une autre émission. Si vous êtes proche de la Sorbonne, sachez qu'effectivement, il va y avoir aussi jeudi une intervention sur l'intelligence artificielle et le trading. Forcément, c'est super intéressant. Si vous êtes intéressé, allez sur le LinkedIn ou je crois même le Facebook de la Sorbonne. C'est Oussama qui organise ces débats qui sont absolument géniaux et on l'encourage. C'est quelqu'un de très bien, Oussama. C'est quelqu'un qui est aussi dans l'équipe de la Genius comme vous. Ça, c'est clair. Pour finir, le mot de la fin, Léo, c'est pour toi. Ben, gardez tous la pêche et doucement avec les leviers sur le Bitcoin quand même. Doucement avec les leviers sur le Bitcoin. Moi, je finirai là-dessus. Take care, choose, enjoy. N'oubliez pas, je vous aime. Ciao, bye bye.
Genius Station, Genius pour mobile. Genius Station,